Combien de balles faut-il pour abattre un avion? 10? 50? Combien de chances reste-t-il à un pilote lorsque chaque instrument de son tableau de bord est brisé, que le vent hurle à travers une verrière pulvérisée et que son moteur crache de l'huile et du feu? La réponse logique est 0. 0 chance. La guerre est une affaire de mathématiques brutales. Un avion, c'est du métal, des câbles et du carburant. Un homme, c'est de la chair et du sang. Face à une tempête d'acier, les deux sont destinés à être détruits. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui défie ces mathématiques. Ce n'est pas l'histoire d'un as du ciel, d'un chasseur aux multiples victoires. C'est l'histoire d'une agonie. L'histoire d'un homme et d'une machine qui auraient dû disparaître, pulvérisés au-dessus du territoire ennemi. Nous parlons d'un avion qui a encaissé plus de 200 impacts de balles explosives et de canons. Un avion dont le pilote était considéré comme mort avant même d'avoir touché le sol. Et pourtant, contre toute logique, contre tout espoir, cet avion a continué de voler. Ce n'est pas une histoire de combat, c'est une histoire de pure survie. Un testament à la volonté humaine face à une mort certaine. Comment cet homme a-t-il ramené chez lui une épave volante? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il ressenti alors qu'il était seul, saignant, à des kilomètres de chez lui, avec 0 chance de survie? Avant de décoller pour ce voyage au cœur de l'impossible, prenez un instant pour soutenir notre chaîne. Si vous croyez que ces actes de courage méritent d'être racontés, abonnez-vous et activez les notifications. Laissez un like sur cette vidéo pour lui donner la force de traverser les lignes, tout comme notre pilote. Et dites-nous dans les commentaires, depuis quel pays et quelle ville suivez-vous cette histoire incroyable? Nous sommes fiers de voir notre communauté grandir. Mon nom est lieutenant Antoine de Verrières. Et aujourd'hui, je suis un homme mort. Je le sais. Je ne l'accepte pas encore, mais la logique est implacable. Mon Spitfire MKV n'est plus un avion. C'est une passoire. C'est un morceau de métal hurlant qui refuse de céder à la gravité par pure insolence. L'air qui s'engouffre dans le cockpit n'est plus une brise. C'est un point glacé qui me frappe le visage. M'aveugle de mes propres larmes et du sang qui coule de mon front. La verrière n'existe plus. Elle a explosé il y a une éternité. Peut-être 10 minutes, dans une pluie d'éclats de plexiglas. Le silence de la haute altitude a été remplacé par le rugissement assourdissant d'un vent de 400 km/h et l'agonie de mon moteur Rolls-Royce Merlin. Il tousse, il crache, il hurle, comme un géant blessé à mort. Et moi, à l'intérieur de cette carcasse, je suis le cœur qui bat encore. Mais pour combien de temps? La mission était simple. Reconnaissance armée au-dessus de Rouen. C'est ce qu'a dit le Wing Commander ce matin, avec son accent britannique impeccable, en tapotant une carte. Juste un aller-retour, Antoine. Ne cherchez pas les ennuis. Facile à dire pour lui. Il n'est pas là-haut, seul. Il n'a pas vu le ciel se remplir soudainement. C'était une journée parfaite. Un bleu limpide, presque insultant de beauté. J'avais quitté Biggin Hill avec un sentiment de calme, la Manche scintillant sous moi comme une nappe d'étain. J'aime voler. Plus que tout. C'est le seul endroit où je me sens vraiment moi-même. Au sol. Je suis cet étranger, ce froggy que les pilotes de la RAF tolèrent parce qu'ils ont besoin de bras. En l'air, je ne suis ni français, ni anglais. Je suis un oiseau de proie. Mais aujourd'hui, la proie, c'était moi. Je n'ai rien vu venir. Pas un point sur le radar. Pas un crépitement à la radio. Ils étaient là, tout simplement. Sortis du soleil. La plus vieille ruse du manuel, et je suis tombé dedans comme un bleu. 6 d'entre eux. Des Focke-Wulf 190. Les bouchers. Plus rapides, plus puissants, mieux armés que mon vieux Spitfire. Ils étaient sur moi avant même que mon cerveau ait pu enregistrer le danger. Le premier impact a été un choc sismique. Ce n'était pas un tac-tac-tac, c'était une explosion. Une balle de canon de 20 mm qui a frappé la racine de mon aile droite. L'avion a fait un bond, manquant de se retourner. J'ai crié. J'ai poussé le manche, j'ai mis la gomme. J'ai viré si fort que j'ai failli perdre connaissance. Mais ils étaient 6, et ils étaient bons. Très bons. Ils ont formé un cercle autour de moi, comme des loups jouant avec un agneau. Ils ne cherchaient pas à m'abattre tout de suite. Ils me dépeçaient, morceau par morceau. La deuxième rafale a pulvérisé ma dérive. Je l'ai senti. L'avion est devenu instable, flottant, comme une voiture sur de la glace. J'ai perdu le contrôle des palonniers pendant 1 seconde. 1 seconde de trop. Une troisième rafale a frappé le ventre. J'ai senti les balles traverser le plancher, déchirer le métal sous mes pieds. C'est là que j'ai été touché.
Une douleur fulgurante dans ma cuisse gauche. Pas une douleur aiguë, non. Une douleur sourde, chaude, comme si on m'avait versé du métal en fusion sur la jambe. J'ai piqué. C'était mon seul réflexe. Fuir vers le bas. J'ai poussé le moteur au-delà de ses limites. Le Merlin a hurlé sa protestation, mais il a obéi. 10 000 pieds, 8 000, 5 000. Le sol français se rapprochait, ce sol que je n'avais pas foulé depuis 2 ans. Mais ils étaient toujours là. Ils me suivaient, riant dans leur radio, j'en suis sûr. Ils tiraient par petites rafales, s'amusant. C'est à ce moment-là que la verrière a explosé. Une rafale est passée juste au-dessus de ma tête. Le bruit a été assourdissant. Une détonation, puis ce vent glacial. Je suis devenu sourd et aveugle. Instinctivement, j'ai baissé la tête, protégeant mon visage avec mon bras ganté. Des éclats de plexiglas m'ont lacéré la joue et le front. Le sang a commencé à couler, se mêlant à ma sueur et à mes larmes de rage. J'étais fini. J'étais un cercueil volant. Ils m'avaient tué. Je ne pouvais plus les voir. Je ne pouvais plus rien voir. Le tableau de bord était un chaos de verres brisés et d'aiguilles tordues. L'indicateur de vitesse, mort. L'altimètre, bloqué. La jauge de carburant. L'aiguille dansait follement avant de retomber à zéro. L'huile moteur giclait sur ce qui restait de mon pare-brise, créant un voile opaque et poisseux. Et puis, le miracle. Ou peut-être l'arrogance. Ils sont partis, aussi soudainement qu'ils étaient arrivés. Peut-être à court de carburant. Peut-être appelés sur une autre cible. Ou peut-être, et c'est le plus probable, m'ont-ils simplement considéré comme mort. Un avion sans verrière, fumant de l'aile droite, perdant de l'altitude comme une pierre, avec un pilote visiblement blessé. Je n'étais plus un défi. J'étais un abattu, une victoire de plus à peindre sur leur dérive. Ils ont disparu vers l'est, laissant derrière eux leur œuvre. Et j'étais seul. Seul avec ma douleur, ma peur, et cette épave qui m'emmenait vers le sol. J'ai redressé, péniblement. Le manche était incroyablement lourd. Les câbles de commande devaient être à moitié sectionnés. L'avion répondait avec une latence d'1 seconde. 1 seconde en vol, c'est une éternité. J'ai regardé ma jambe. Ma combinaison de vol était trempée, d'un rouge sombre, presque noir. Je saignais, abondamment. J'ai regardé mon aile droite. Elle était déchiquetée. L'aluminium était pelé comme la peau d'un fruit, révélant le squelette de la structure. Et elle était en feu. Pas de grande flamme, non. Une petite flamme bleue et tenace qui léchait le métal, alimentée par une fuite d'essence. 200 balles. C'est ce que j'ai pensé. Ils ont dû me mettre 200 balles. Mon avion était une épave. J'étais à 2000 pieds au-dessus de ma propre patrie. Mais c'était le territoire ennemi. La logique disait sauter. Sauter en parachute, tenter ma chance au sol. Mais ma jambe, je ne pourrais jamais marcher. Je serais capturé en moins d'1 heure. Et puis, il y avait cet orgueil stupide. Cet orgueil de pilote. On ne quitte pas son avion. On le ramène. Ou on meurt avec. Je regarde devant moi. L'huile sur le pare-brise m'empêche de voir. Le vent dans le cockpit m'empêche de penser. Je n'ai plus d'instrument. Je n'ai plus de radio. J'ai un moteur qui va exploser d'une minute à l'autre, un feu dans l'aile, et je perds mon sang. 0 chance de survie. Le titre du film de ma vie. 0 chance. Mais le commandant a dit « Rentrez chez vous, Antoine ». Et je suis un soldat discipliné. J'ai regardé vers le nord-ouest, vers la mer, vers l'Angleterre, vers la maison. J'ai serré les dents. La douleur était un brouillard rouge. D'accord, ai-je murmuré au vent hurlant. On rentre chez nous, ma vieille. Rentrez chez nous. Les mots sont absurdes. Chez nous est de l'autre côté de la Manche, à plus de 150 kilomètres. 150 kilomètres, dans un avion intact, c'est une promenade de santé. 20 minutes. Dans mon Spitfire, c'est l'Everest. C'est l'éternité. Je suis à 2000 pieds, soit à peine 600 mètres au-dessus du sol. Je perds de l'altitude, lentement, mais sûrement. Le manche est une barre de fer inerte. Je dois utiliser mes 2 mains, mes épaules, tout le poids de mon torse pour le maintenir tiré, juste pour garder le nez de l'avion hors de sa plongée mortelle. Ma jambe gauche est une douleur aveuglante. Je n'ose pas baisser les yeux à nouveau. Je sais que si je regarde, si je vois l'étendue des dégâts sur ma propre chair, je vais abandonner. Je vais sombrer dans ce brouillard rouge qui m'appelle. Je me concentre sur le seul instrument qui fonctionne encore par intermittence. La boussole. Son cadran, fêlé,
oscille sauvagement, mais l'aiguille pointe obstinément vers le nord-ouest. 310 degrés. C'est ma ligne de vie. Je dois voler vers la côte. Je vole à l'aveugle. Le mélange d'huile et de sang sur le pare-brise est un rideau opaque. Je ne vois pas devant moi. Je ne peux que deviner. Je vole au son. Au son du vent qui hurle à travers les trous de la carlingue. Un son différent pour chaque impact, un orchestre de la mort. Et au son du merlin. Mon brave moteur. Il tourne toujours. Irrégulièrement, certes. Il vibre au point de vouloir s'arracher de ses bâtis. Un nuage de fumée noire s'échappe maintenant de l'aile droite, où le feu couve toujours, mais aussi des pipes d'échappement. Il tourne trop riche, il s'étouffe, il est blessé, mais il tourne. Et tant qu'il tourne, j'ai une chance sur 1 million, 0 chance. Je dois me battre contre le froid. Le vent à 400 km/h, sans verrière, à cette altitude, est glacial. Il est d'une violence inouïe. Il me gèle sur place. Mes mains, même gantées, sont déjà gourdes. Je ne sens plus mes doigts. Je ne pilote pas avec mes doigts, je pilote avec mes paumes, avec la force brute de mes bras. Le sang sur mon front a gelé, formant un masque de glace rigide qui me tire la peau. Et la douleur de ma jambe. Elle est devenue ma compagne. Une pulsation chaude et constante qui me rappelle que je suis vivant. Je serre les dents. Je me concentre sur un point. La côte. Je dois voir la mer. Je dois quitter cette terre de France qui est devenue un piège. Sous moi, je devine le paysage qui défile. Des champs verts, des routes, des villages. Si je m'écrase ici, c'est la fin. Je serai ce pilote français anonyme, brûlé dans une épave, une petite croix sur une carte d'état-major. Non, je refuse. Je n'ai pas survécu à 6 Focke-Wulf pour mourir si près du but. Mais le but est si loin. Je vois des trous partout. Maintenant que mes yeux se sont habitués au chaos, je les vois. Des trous dans les ailes, gros comme le poing. Des impacts de 7, 92 mm, des petits trous nets. Et les autres, les impacts de 20 mm, des cratères. L'aile gauche ressemble à du gruyère. Comment tient-elle encore? Comment l'essence ne s'échappe-t-elle pas de partout? 200 balles. J'ai dit 200, mais c'est peut-être plus. C'est un miracle structurel. Le Spitfire n'est pas un avion. C'est une légende. Il est conçu pour encaisser. Mais à ce point, je suis le pilote d'un fantôme. Un avion qui vole par habitude, parce que personne ne lui a encore dit qu'il est mort. Je sens l'odeur de la mer. C'est impossible, bien sûr. L'odeur de l'huile et de la fumée couvre tout. Mais je la sens. Je la devine. Je sais que je m'approche. Et c'est là que l'enfer se déchaîne à nouveau. La Flak. La défense anti-aérienne allemande sur la côte. Ils m'ont vu. Ils voient cette épave fumante. Ce corbeau blessé qui tente de regagner son nid. Et ils ne vont pas me laisser partir. Les petites bouffées de fumée noire. Elles apparaissent autour de moi, comme des fleurs de coton sale. Poum. 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 Leurs détonations sont sèches, violentes. Elles secouent mon avion déjà mourant. Un obus éclate si près de mon aile gauche que je sens le souffle de l'explosion. L'avion bascule. J'ai crié de rage. Laissez-moi tranquille. J'ai poussé le manche. J'ai viré à droite, à gauche. Une danse d'ivrogne. Je ne cherche pas à esquiver. Je cherche juste à être une cible difficile. Mais je suis lent. Terriblement lent. Je suis une cible d'entraînement. Ils m'encadrent. Ils savent qu'ils vont m'avoir. Je vois la ligne de la côte. Une bande de sable et de falaises. Si proche, si terriblement proche. Et puis l'eau, la Manche, grise, froide. Je suis au-dessus de la mer. J'ai quitté la France. J'ai réussi. J'ai survécu à la Flak. Ils ont arrêté de tirer, me considérant sans doute comme perdu. Une cause désespérée qui ira nourrir les poissons. Ils ont raison. Je suis à 500 pieds, à peine 150 mètres au-dessus des vagues. L'Angleterre est de l'autre côté de ce désert d'eau, et mon moteur choisit ce moment pour mourir. Ce n'est pas une toux, c'est un râle. Un long bruit de métal broyé. Le merlin, ce cœur vaillant, a finalement cédé. Les vibrations cessent. Le silence qui s'installe est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. Le hurlement du vent est toujours là, mais il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus la vie. L'hélice fait quelques tours paresseux, puis s'immobilise.
Je suis un planeur. Un planeur de 3 tonnes, criblé de trous, sans commande de vol fiable, et je suis à 100 mètres au-dessus de l'eau la plus froide du monde. Zéro chance. Les mathématiques sont revenues. Je ne peux pas tenir. Je vais amérir. Un amérissage forcé, dans mon état, avec un avion qui est une passoire. Le Spitfire coulera en moins de 30 secondes, et moi avec. Je n'ai même pas la force de déverrouiller le cockpit pour sauter. Je suis piégé. J'ai survécu à 200 balles, à 6 Focke-Wulf, à la flaque, pour mourir noyé. La rage m'envahit. Une rage si pure, si violente qu'elle balaie la douleur et la peur. Non! J'ai hurlé. J'ai attrapé le manche. J'ai tiré dessus. Je l'ai supplié. Vole, vole, saleté, vole. Je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Il n'y a plus que le vent. Un sifflement pur, presque mélodieux, qui remplace le vacarme du moteur. C'est le son de la mort qui approche. Je suis dans un planeur, mais un planeur qui n'a jamais été conçu pour planer. Un Spitfire sans moteur est une enclume avec des ailes. Je perds de l'altitude. Je le sens, je le vois. Les vagues grises, coiffées d'écume blanche, ne sont plus en dessous de moi. Elles sont juste en dessous. Je peux presque compter les moutons. 100 mètres. 80 mètres. Ma seule chance est de trouver le taux de chute minimum. Piloter en finesse. Mais comment piloter en finesse un avion dont les commandes sont mortes? Le manche est dur comme du bois. Les ailerons répondent à peine. L'avion est lourd. Il veut mourir. Il veut en finir. Il veut que cette agonie cesse. Et une partie de moi est d'accord avec lui. La douleur dans ma jambe a atteint un pic. Ce n'est plus une pulsation. C'est un incendie. Je sens le froid gagner mes extrémités, mes mains, mes pieds. Je suis en train de geler et de me vider de mon sang, en même temps. Un brouillard commence à descendre sur ma vision. Pas le brouillard rouge de la douleur, mais un brouillard gris, confortable. Le brouillard de l'inconscience. Il me murmure que ce serait si facile de lâcher le manche, de laisser l'avion toucher l'eau. Ce serait rapide. Froid, puis... rien. Non. Le mot est sorti de ma bouche comme un aboiement rauque. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'instinct de survie. C'est cette partie animale en nous qui refuse de mourir. Je secoue la tête, ce qui envoie des éclairs de douleur le long de ma nuque, là où le sang a gelé ma combinaison à ma peau. Je dois rester éveillé. Je dois me battre. Pas contre les Allemands, pas contre l'avion, contre moi-même, contre mon propre corps qui me supplie d'abandonner. Je regarde devant moi, à travers le voile d'huile et le peu de pare-brise intact. L'horizon. Je me concentre sur l'horizon. C'est la seule chose qui compte. Garder les ailes à plat. Garder le nez légèrement relevé. Chaque mètre d'altitude que je perds doit être échangé contre un maximum de distance horizontale. C'est de la physique de base. Mais c'est une physique que j'applique avec un avion qui a 200 trous béants, chacun créant une traînée aérodynamique monstrueuse. Mon Spitfire ne plane pas. Il tombe avec style. 60 mètres. Les embruns. Je peux sentir les embruns sur mon visage, se mêlant au sang et à la glace. Le goût est salé. C'est le goût de la Manche. C'est le goût de la tombe. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas juste attendre de toucher l'eau. Je dois alléger l'avion. Mais comment? Je n'ai pas de bombe à larguer. J'ai mes canons, mes munitions. J'ai encore des munitions. Je n'ai pas tiré une seule balle. L'ironie. J'ai été pris en embuscade et je n'ai même pas pu riposter. Je pose mes pouces sur la détente du manche. Le bouton est froid, mort. Sans le moteur, les systèmes hydrauliques et électriques sont probablement morts, eux aussi. Je presse. Rien. Bien sûr. Je suis stupide. Je suis désespéré. Je cherche des miracles là où il n'y a que de la mécanique brisée. 50 mètres. Je vais toucher. Dans peut-être. 30 secondes. Je me prépare à l'impact. Je me raidis. J'essaie de me souvenir de la procédure d'amérissage forcé. Couper l'essence. Déjà fait. Le moteur est mort. Ouvrir le cockpit. Déjà fait. Il n'y a plus de verrière. Poser l'avion parallèle aux vagues. Je regarde l'eau. Elle bouge. Elle est vivante. Elle est terrifiante. C'est un mur liquide qui va m'engloutir. Et c'est là que je la vois. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas le brouillard gris qui me joue des tours. C'est réel. Une ligne sombre à l'horizon. Une ligne plus sombre que la mer. Une falaise. C'est l'Angleterre.
Ce sont les falaises blanches de Douvres. Elles sont là. Elles se moquent de moi. Si proches. Peut-être 15 kilomètres. 20. Une distance que je ne pourrai jamais franchir. Je suis à 40 mètres de l'eau. Je plane peut-être à 150 km/h. Je n'y arriverai jamais. C'est un supplice. Me montrer la maison, juste avant de me tuer. Me montrer la lumière au bout du tunnel, et puis l'éteindre. La colère que j'ai ressentie tout à l'heure, elle revient. Mais ce n'est plus une colère chaude. C'est une rage froide, calculatrice. Je ne vais pas mourir en regardant ma maison. Je ne vais pas leur donner cette satisfaction. Je regarde à nouveau mon tableau de bord dévasté. Tout est mort. Sauf... Sauf quoi? Qu'est-ce qui pourrait me donner une dernière poussée? Rien. Il n'y a rien. L'avion est un poids mort. C'est alors que je remarque le feu. Le feu dans mon aile droite. Il n'est pas mort. Je l'avais oublié, concentré sur le moteur et le froid. Le feu bleuâtre qui léchait le métal tout à l'heure. Il a changé. Avec la perte du moteur, le vent relatif a diminué. La fumée n'est plus noire, elle est blanche. Et le feu? Le feu a pris. Il n'est plus bleu. Il est orange vif. Il est alimenté par l'essence qui fuit du réservoir de l'aile. Mon aile est en train de brûler. Pour de vrai, cette fois. Et elle brûle juste à côté du logement des munitions de 20 mm. Mon avion n'est pas seulement un planeur. C'est une bombe à retardement. Je vais exploser au-dessus de la Manche. C'est donc ça, la fin. Pas la noyade. Le feu. La mort rapide, au moins. Mais l'avion tient toujours. Il vole. Il plane. 30 mètres. Les vagues sont immenses maintenant. L'Angleterre est un rêve lointain. Je ferme les yeux. Juste une seconde. Pour accepter. Pour en finir. Zéro chance. J'ai murmuré. Et c'est en rouvrant les yeux que j'ai vu le bateau. Une petite tache grise sur l'eau grise. Une silhouette trapue. Un chalutier. Non. Une vedette. Une vedette de sauvetage Air Sea Rescue de la RAF. Ils sont là. Ils patrouillent. Ils cherchent des pilotes comme moi. Ils cherchent des morts. Je suis à peut-être 2 kilomètres d'eux. Je n'atteindrai jamais la terre. Mais je peux peut-être atteindre ce bateau. Je peux peut-être leur donner une cible. Je pousse le palonnier qui me reste. L'avion réagit à peine. Je suis trop lent. Je n'ai plus d'autorité sur les commandes. Je suis un jouet du vent. 20 mètres. Je vais toucher. L'eau est là. Je peux voir le reflet brisé de mon aile en feu dans l'eau. C'est une belle image. Tragique. Je tire le manche vers mon ventre de toutes mes forces restantes. C'est la dernière chose que je ferai. Cabrer. Toucher l'eau le plus doucement possible. Ne pas piquer du nez. Ne pas se retourner. Juste. Poser. Le bruit de l'eau qui frappe le ventre de l'avion est d'abord un chuchotement, un frottement. Puis c'est un rugissement. Une décélération si brutale qu'elle me projette en avant. Mes harnais me sciant les épaules. Ma tête frappe ce qui reste du tableau de bord. L'eau glacée s'engouffre. Elle est noire. Elle est partout. Elle me brûle la peau, et le monde disparaît. Le noir. Et le froid. Un froid si intense, si pénétrant, qu'il vole ma respiration. Il me paralyse. L'eau de la Manche en novembre n'est pas de l'eau. C'est de l'acide glacial. Elle est entrée avec une violence inouïe, remplissant le cockpit en moins de 3 secondes. Je suis sous l'eau, toujours sanglé à mon siège, dans un cercueil de métal qui coule. Ma tête a heurté le tableau de bord. J'ai un goût de cuivre dans la bouche, du sang, ou peut-être juste la peur. La panique est un animal vivant. Elle me serre la gorge de ses griffes. Je ne respire plus. Je suis en train de me noyer, à quelques kilomètres de la maison. J'ai survécu à 200 balles pour ça. Je me débats, mais mes mouvements sont lents, engourdis par le choc et le froid. Mes mains gantées cherchent la boucle du harnais. La même boucle que j'ai déverrouillée si facilement en vol d'entraînement. Maintenant, elle est sous l'eau, dans le noir, et mes doigts sont des morceaux de bois gelés. Ils ne plient pas. Ils ne sentent rien. Je tire, je pousse, je gratte le métal. Rien. La boucle tient bon. Mon avion, mon fidèle Spitfire, ce héros qui m'a ramené à travers le feu, est devenu mon tombeau. Il m'entraîne vers le fond. Je peux sentir la pression sur mes tympans. Je coule. Vite. Mes poumons sont en feu. Ils hurlent, c'est pour de l'air. J'ai besoin d'air. C'est un besoin primaire,
plus fort que la douleur de ma jambe, plus fort que la peur des Allemands. Je vais mourir ici, dans le silence sombre et froid. Non. Je refuse. Je ne suis pas un rat qui se noie dans une cale. Je suis un pilote. Je suis Antoine de Verrières. Je saisis le couteau attaché à ma botte. Mes doigts le trouvent par habitude. Je tire. La lame sort. Je ne cherche plus la boucle. Je tranche. Je tranche les sangles de mon harnais. Je coupe le tissu épais, l'eau offrant une résistance pâteuse. Une sangle cède, puis l'autre. Je suis libre. Libre de mon siège, mais je suis toujours dans le cockpit. La carlingue est un enchevêtrement de métal tordu. J'ai améri sans verrière, ce qui aurait dû faciliter ma sortie. Mais l'impact a dû déformer le cadre. Je pousse avec mes épaules. Je suis coincé. La panique devient terreur pure. C'est la claustrophobie ultime. Être piégé sous l'eau dans une boîte métallique. Mes poumons vont exploser. Je n'ai plus que quelques secondes. J'utilise ma jambe valide, la droite, et je pousse de toutes mes forces contre le tableau de bord. Le métal plie, mais ne rompt pas. Ma jambe blessée, la gauche, est un poids mort. Elle me fait hurler sous l'eau. Un nuage de bulles s'échappe de ma bouche. Mon précieux air. Non. Je repousse. Encore. Avec la rage du désespoir. Et quelque chose cède. Je ne sais pas quoi. Je me propulse hors du cockpit, déchirant ma combinaison sur un éclat d'aluminium. Je nage. Je nage vers le haut, vers la lumière. La lumière grise et diffuse de la surface. Je ne sais pas si je suis à 10 mètres ou à 20. Je nage. Mes bras sont lourds. Ma jambe blessée est une ancre. Mais je nage. Je nage pour ma vie. Et ma tête perce la surface. L'air. Le premier souffle est une explosion. C'est une douleur, un mélange d'air glacé et d'eau salée qui s'engouffre dans mes poumons en feu. Je tousse, je crache, je vomis de l'eau de mer. Mais je respire. Je suis vivant. Je suis à la surface. Je flotte. Mon gilet de sauvetage, mon Mae West, s'est gonflé automatiquement. Dieu merci. Je flotte au milieu de nulle part. Les vagues sont hautes, bien plus hautes qu'elles n'en avaient l'air depuis le ciel. Elles me soulèvent et me laissent retomber. Le froid est encore pire qu'à l'intérieur. Il est total. Il me pénètre jusqu'aux os. Je tremble si violemment que j'ai l'impression que mes os vont se briser. Je regarde autour de moi. Où est mon avion? Il a disparu. Coulé. Mon Spitfire, mon sauveur, repose au fond de la Manche. Il ne reste qu'une nappe d'huile irisée qui s'étale à la surface et quelques débris. Une fin indigne pour un tel héros. Et la vedette? Où est la vedette de sauvetage? Je l'ai vue. J'en suis sûr. Je regarde. Je suis au creux d'une vague. Je ne vois rien. Que de l'eau. Grise, hostile. La vague me soulève. Je scrute l'horizon. Rien. Ils ne m'ont pas vu. L'amérissage a été si rapide. Ils n'ont pas pu me voir. Je suis seul. Au milieu de la Manche. En novembre. Ma jambe saigne toujours. Je le sens. Une chaleur dégoûtante qui se dilue instantanément dans le froid polaire. L'hypothermie va me tuer. Si la perte de sang ne le fait pas avant. Zéro chance. Les mathématiques sont de retour. J'ai échappé à la noyade pour mourir de froid. Je cherche mon sifflet, attaché à mon gilet. Mes doigts sont si gelés que je n'arrive pas à le saisir. Je dois utiliser mes deux mains, maladroitement, comme un enfant. Je le porte à mes lèvres. Mes lèvres sont insensibles, gercées par le vent et le sel. Je souffle. Le son qui sort est faible, pathétique. Un petit « fu » aigu que le vent emporte aussitôt. Je souffle encore, plus fort. Un cri de mouette blessée. Ils ne m'entendront jamais. Et c'est là que je la vois. L'aile. Mon aile droite. L'aile qui était en feu. Elle n'a pas coulé. Le réservoir, maintenant vide, a dû lui donner assez de flottabilité. Elle flotte à une vingtaine de mètres de moi, comme une tombe étrange, le bout de l'aile pointé vers le ciel. Et elle fume encore. L'eau de mer n'a pas réussi à éteindre complètement le feu interne qui couve, dégageant une épaisse fumée blanche. Une bouée, un radeau et un signal de fumée. Mon avion me sauve, même après sa mort. Je nage. Je nage vers l'aile. C'est la nage la plus dure de ma vie. Chaque mouvement est une agonie. Ma jambe blessée traîne derrière moi. Mes bras, alourdis par ma combinaison trempée, pèsent une tonne. Je nage le crawl d'un homme mort. Mais j'avance.
mètre par mètre. Je ne pense plus à l'Angleterre. Je ne pense plus au froid. Je pense à cette aile. C'est ma seule maison dans cet océan. J'y arrive. Je m'accroche au métal déchiqueté. Il est froid, glissant. Je me hisse. J'utilise mes bras, mes ongles. Je n'ai plus de force. Je retombe. J'essaie encore. Je suis une bête. Je ne suis plus un pilote. Je suis un animal qui veut survivre. Je réussis enfin à mettre mon torse sur la carlingue. Je suis à califourchon sur l'aile de mon propre avion mort, flottant au milieu de la Manche. La fumée blanche, épaisse, monte à côté de moi. C'est un feu de signalisation. C'est un phare. Regardez-moi! Je hurle au ciel. Je suis là! Je suis vivant! Et je lève les yeux vers l'horizon. Et je vois la vedette. Elle a changé de cap. Elle vient vers moi. Ils m'ont vu. Ils ont vu la fumée. Mon Dieu, ils m'ont vu. Le temps s'étire. Il devient élastique, absurde. Chaque seconde est une heure. La vedette de sauvetage est une petite tache grise qui grandit. Mais elle grandit si lentement. Elle laboure les vagues, projetant des gerbes d'écume. Elle est si belle. C'est le plus bel objet que j'ai jamais vu de ma vie. Plus beau qu'un Spitfire neuf, plus beau que Notre-Dame. C'est une boîte de métal grise et fonctionnelle. Mais pour moi, c'est la vie. Je suis à califourchon sur mon aile, et je tremble. Je ne peux pas m'arrêter de trembler. Ce ne sont pas des frissons, ce sont des convulsions. Mon corps est en train de perdre la bataille contre le froid. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Je peux le sentir. L'hypothermie est une sirène douce. Elle a cessé de me faire mal. Je ne sens plus ma jambe blessée. Je ne sens plus mes mains agrippées au métal. Je ne sens plus le vent glacial sur mon visage. C'est une anesthésie dangereuse. Le brouillard gris revient, le même qui m'a tenté là-haut. Dors, me dit-il. C'est fini. Tu es sauvé. Tu peux dormir. C'est un mensonge. Je sais que si je ferme les yeux maintenant, je ne les rouvrirai pas. Je serai ce pilote qu'ils ont repêché, mort de froid à quelques mètres du salut. Reste éveillé, Antoine. Je me parle à voix haute. Ma propre voix est un croassement rauque, méconnaissable. Reste éveillé. Je me gifle. Ma main gantée et trempée frappe ma joue gelée. Je ne sens rien. C'est comme frapper un morceau de bois. La douleur est un bon signe. L'absence de douleur est le signe de la faim. Je regarde la vedette. Je peux voir les hommes sur le pont. Des silhouettes en ciré jaune. Ils me font de grands signes. Ils me crient dessus. Je n'entends rien. Le vent et les vagues couvrent leur voix. Mais je vois leur urgence. Ils savent que je suis en train de mourir. Je tente de leur répondre, de lever un bras. Je n'y arrive pas. Mon bras est collé à ma poitrine. Ils refusent d'obéir. Je suis une statue de glace agrippée à une épave. La vedette arrive enfin à ma hauteur. Elle ralentit. Son moteur puissant gronde, luttant contre la houle. Elle me frôle presque. Un marin, le visage buriné par le vent et le sel, me lance une corde. La corde atterrit sur l'aile, à 1 mètre de moi. Je la regarde. Je regarde cette corde salvatrice. Et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas tendre la main pour la saisir. Je n'ai plus de force. « Attrapez-la !» hurle le marin. Sa voix me parvient enfin, déchirée par le vent. Je le regarde. Je le regarde droit dans les yeux. Et je secoue la tête. Un mouvement minuscule, presque imperceptible. Je ne peux pas. Je n'y arrive plus. J'ai tout donné. J'ai survécu à 200 balles, à 6 chasseurs, à la flaque, à un amérissage, à la noyade. Je n'ai plus rien. Le marin comprend. Il jure. Un juron anglais que je ne saisis pas, mais dont je comprends la frustration. Il dit quelque chose à un autre homme. Puis, sans hésiter, il plonge. Il plonge dans l'eau glaciale de la Manche, avec son ciré et ses bottes. C'est de la folie. C'est un suicide. Mais il le fait. Il nage les quelques mètres qui nous séparent, le visage contracté par le choc thermique. Il m'attrape. Ses mains sont rudes. Il passe la corde autour de ma poitrine, sous mes bras. Il travaille vite, avec une efficacité désespérée. « On vous tient, mon lieutenant », dit-il, dans un français approximatif mais merveilleux. « On vous ramène à la maison. » « Maison », je murmure. Le mot n'a plus de sens. Mes yeux se ferment. Le brouillard gris gagne.
Je lâche prise. Je lâche enfin le métal de mon aile, et je tombe dans l'obscurité. Je me réveille au son d'un bip régulier, agaçant. Et j'ai chaud, terriblement chaud. Je suis sous une montagne de couverture de laine qui gratte. L'odeur est différente. Ce n'est plus le sel et l'huile, ça sent l'antiseptique et le bouillon de poulet. J'ouvre les yeux. Le plafond est blanc. Je suis dans un lit, un vrai lit. Je tourne la tête. Ma jambe est prise dans un plâtre énorme, suspendu par un système de poulies. Le Wing Commander est là, assis à côté de mon lit, le même qui m'a envoyé en mission. Il me regarde, un léger sourire aux lèvres. « Alors, Antoine ?» dit-il, son accent britannique toujours aussi parfait. « Vous avez décidé de rentrer finalement. Vous avez pris votre temps. Je tente de parler. Ma gorge est sèche, douloureuse. « Où ?»« Hôpital de Douvres, » dit-il. « Vous avez dormi pendant près de 2 jours. Vous avez failli y rester. L'hypothermie était sévère. Sans parler de votre jambe. Plusieurs fractures et une vilaine rencontre avec une balle allemande. Mais vous allez vous en sortir. » Je respire. Je suis vivant. Je suis à la maison. Je suis en sécurité. L'avion ? Je demande. C'est la seule chose qui m'importe. Le commandant hoche la tête. Son sourire s'efface un peu. Perdu, bien sûr. L'aile que vous avez utilisée comme radeau a coulé peu après votre sauvetage. Mais nous avons le rapport de l'équipe de la vedette et votre propre rapport de combat, celui que vous n'avez pas pu écrire, celui de votre avion. Je ne comprends pas. Mon avion ? Les hommes de la vedette, continue le commandant. Ils ont pris des photos de l'aile avant qu'elle ne coule. Et le chef mécanicien a vu votre avion quand vous avez survolé la base de Manston, juste avant de tomber en mer. Attendez. J'ai survolé Manston. Je ne m'en souviens pas. J'étais trop bas, trop concentré sur la mer. Votre moteur était mort, n'est-ce pas? Oui, commandant. Au-dessus de la Manche. Il fronce les sourcils. C'est là que ça devient étrange. Les mécaniciens au sol ont été formels. L'avion était. Ils ont utilisé le mot impossible. L'aile droite était presque entièrement sectionnée par les tirs de canon. Le gouvernail de profondeur n'existait pratiquement plus. Le moteur, selon eux, aurait dû exploser bien avant d'atteindre la côte. Il sort un dossier. Il me tend une photo. C'est la photo de mon aile, prise depuis la vedette. Elle est méconnaissable. Ce n'est pas du gruyère. C'est de la dentelle de métal déchiqueté. Le rapport officiel, dit le commandant d'une voix neutre, est que votre avion a subi plus de 200 impacts confirmés, incluant au moins 12 coups directs de canon de 20 mm. L'intégrité structurelle était nulle. Votre moteur a fonctionné sans huile pendant au moins 15 minutes. Votre système de refroidissement était détruit. Il me regarde. Selon les ingénieurs, cet avion n'aurait pas dû voler plus de 30 secondes après la première attaque. Il n'aurait jamais dû traverser la Manche. Il n'aurait jamais dû planer. Il n'aurait même pas dû tenir en un seul morceau. Je regarde la photo. Je regarde ce morceau de métal mort qui m'a sauvé la vie. 200 balles. Un avion. 0 chance de survie. Les mathématiques étaient incorrectes. Je n'aurais pas dû rentrer. Cet avion n'aurait pas dû rentrer. Et pourtant, je suis là. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé le commandant. C'était un bon avion, j'ai dit simplement. Il a hoché la tête, refermant le dossier. Oui, Antoine, c'était un très bon avion, et vous étiez un très bon pilote. Mais je savais la vérité, ce n'était pas moi, et ce n'était pas l'avion. C'était autre chose. C'était cette rage froide, ce refus, ce non hurlé face à la mort. Parfois, la guerre n'est pas une affaire de mathématiques, c'est une affaire de volonté.